C'était toujours comme ça. À un moment donné, il y en a un qui levait la tête et qui la voyait. C'est une chose difficile à comprendre. En fait, on était entassés à plus de 1000 sur ce navire. Gros milliardaires en voyage, émigrants, gens bizarres, et puis nous. Mais il y en avait toujours un seul, un qui le premier la voyait. Si ça se trouve, il est en train de se promener tout bêtement sur le pont. Si ça se trouve, il est en train de réajuster son pantalon. Il levait la tête un instant. Il jetait un coup d'œil vers la mer et il la voyait. Et à chaque fois, à chaque putain de fois, je le jure, à chaque fois, il se tournait vers nous tous, vers le bateau, et il criait « America !» Celui qui le premier voit l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en avait un. Et il ne faut pas croire que ce sont des choses qui arrivent par hasard. Hein. Non. C'est même pas une question de dioptrie. Hein. C'est le destin, ça. Ce sont des gens qui depuis toujours avaient cet instant-là gravé dans leur vie. Et quand ils étaient petits, tu pouvais les regarder dans les yeux. Et si tu regardais bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Là, prêt à jaillir dans les nerfs et dans le sang, et qu'est-ce que j'en sais, moi? Jusque dans ce cri. Là, qui l'attendait. Ça, c'est Danny Boonman Tidilemon Novecento qui me l'a appris. Le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, tu vois ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Ouais, c'est ça ce qu'il disait, hein. Ce qu'ils verront. Moi, j'en ai vu des Amériques. 6 ans sur ce bateau, 5-6 voyages par an, Europe, Amérique. Toujours à mariner dans l'océan. Et quand t'en descendais, t'arrivais même pas à pisser droit dans les chiottes. Ah, ils bougeaient pas, eux, hein. Mais c'est toi qui continues à tanguer. Parce que d'un bateau, tu peux descendre. Mais de l'océan. Moi, quand j'y suis monté, j'avais 17 ans. Et une seule chose me tenait aux tripes dans la vie, jouer de la trompette. Aussi, quand j'ai entendu dire qu'il cherchait du monde là-bas sur le paquebot, le Virginian, amarré au port, je me suis mis dans la queue, ma trompette et moi, janvier 1927. Oh, on les a déjà, les musiciens, a dit le type de la compagnie. Je sais, monsieur. Et moi, je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là, me fixer, sans broncher, attendant que j'ai terminé. Une fois fini, il a juste dit « C'était quoi ?»« Bah, je sais pas, monsieur. » Ses yeux se mirent à briller. « Si tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz, hein ?» Il a fait un drôle de truc avec sa bouche. C'était peut-être un sourire, je sais pas. En tous les cas, il avait une dent en or placée là, juste devant, comme en vitrine, comme s'il voulait la vendre. Ils s'en foutent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le paquebot. Et cette espèce de putain de sourire, bah, ça voulait dire qu'il m'avait pris, quoi. On jouait 3-4 fois par jour. D'abord pour les riches en classe luxe,
puis pour ceux en seconde classe. Et de temps à autre, on allait jouer pour ces bougres des migrants. On jouait pour eux, mais sans la tenue, je veux dire, tel que, quoi. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour qu'ils oublient où ils étaient. Non, non, non. Qui ils étaient. On jouait pour les faire danser. Parce que quand on danse, on ne peut pas mourir et on se prend pour Dieu. Alors, bordel, on jouait du ragtime. Parce que c'est la musique sur laquelle danse Dieu. Bah, quand personne ne le voit, bien sûr. Sur laquelle danserait Dieu si seulement il était noir. Ladies and gentlemen, signorés et signorines, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce bateau, sur cette ville flottante qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Titanic. Non mais du calme, monsieur, non mais restez assis. Non mais retenez-le, sérieux, mais je plaisantais. Oh là 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 là. Ah, je vois que le monsieur d'à côté touche du bois. Bienvenue sur l'océan. Propos, que diable faites-vous ici? Hein? Un pari? Non? Vous aviez les créanciers aux fesses? Vous avez 30 ans de retard sur la ruée vers l'or, hein? J'ai encore mieux, c'est pour le petit monsieur là-bas. Oui, vous étiez en train de visiter le bateau, tranquillement, et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il avait largué les amarres. Non plus? J'en ai encore une autre, et c'est pour le petit gros là-bas. Oui, vous, monsieur, vous êtes allé acheter des cigarettes, et en ce moment, votre femme est au commissariat, et elle dit à tout le monde, « Je ne comprends pas, hein. C'était un brave type. En 30 ans, pas une dispute. » Non, que diable faites-vous à 300 000 de n'importe quel foutu continent et à 2 minutes de la prochaine envie de vomir? Non mais je plaisante, madame, mais oui. Il glisse ce bateau comme une boule sur le billard de l'océan et toque plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et plouf le trou, New York. Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, dames, que ce bateau est en tout point de vue un bateau extraordinaire. Et en définitive unique. Sous les ordres du capitaine Smith, célèbre claustrophobe et homme de grande sagesse, vous avez sûrement remarqué qu'il vit dans une chaloupe de sauvetage. Travaille pour vous un staff presque unique de professionnels hors du commun. Paul Jezinski, timonier, ancien prêtre polonais doté d'un don sensoriel, pralothérapeute. Malheureusement pour vous, il est aveugle. Bill Young, lieutenant radio, grand joueur d'échecs, gaucher et bègue. Le docteur Closerman Spitzbergen-Staffentag. Si vous ça fait une urgence, vous êtes fichu. Et n'oublions pas monsieur Pardin, le chef, venu directement de Paris, qui est d'ailleurs retourné aussitôt après avoir constaté le fait curieux qui voit ce bateau privé de cuisine, grâce à l'amusant oubli de notre architecte l'éminent Camilleri, anorexique mondialement connu. Non, croyez-moi, vous ne trouverez pas 2 bateaux comme celui-là. Et ce qui vous arrivera jamais, ça vous pouvez en être sûr, c'est d'être assis là, le cul sur 10 cm de fauteuil, avec des centaines de mètres cubes d'eau sous les fesses, avec dans les yeux le miracle, dans les oreilles la merveille, dans les pieds le rythme et dans le cœur le sound de l'imitable infini Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Au trombone, Jim Break It Up. À la guitare, il est où parce qu'il est tout petit? Il est là. Samuel Hopkins. Et enfin au piano, Danny Poonman, T.D. Lemon Novecento, le plus grand. Il était vraiment le plus grand. Nous, on faisait de la musique, ouais. Mais lui, c'était autre chose. Lui, il jouait. Ok? Et cette musique n'existait pas avant qu'il la joue pour personne. Et quand il n'était plus là, elle n'était plus là. Danny Boonman, T.D. Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Je ne plaisante pas. Hein. Il était assis sur un tas de dynamite, gros comme ça. Là. Une drôle d'histoire. Hein.
Il disait tu n'es jamais vraiment foutu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un qui l'a racontée. Ouais, c'est ça ce qu'il disait. Il était sa bonne histoire en quelque sorte, complètement folle quand on y pense, putain. Mais belle. Et assis sur ce tas de dynamite, il m'en a fait cadeau parce que j'étais son meilleur ami, quoi. C'est un marin du nom de Danny Boonman qui l'avait trouvé. Il l'avait trouvé alors que tout le monde était descendu au port de Boston au matin. Il l'avait trouvé dans une boîte en carton. On l'avait abandonné dans le salon, en première classe, sur le piano. Et ben alors, hein? Eh oui. Il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. Hein. Habituellement, c'était les émigrants qui faisaient ce genre de choses. Accoucher dans un coin du bateau et y abandonner les enfants. Pas par méchanceté, hein. C'était de la misère, ça. Une misère noire. Bref, Danny chercha quelque chose qui pouvait lui dire qui il était, mais il ne trouva qu'une inscription sur la boîte en carton, écrit à l'encre bleue. T.D. Lemon. Et le dessin d'un citron bleu, lui aussi. Danny était un noir de Philadelphie, un colosse, une pure merveille. Il prit l'enfant dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon ». Ouais, il parle à peu près comme ça. Hein. Et il eut comme un déclic, comme la sensation d'être devenu papa. Toute sa vie, il a prétendu que TD signifiait de toute évidence « Thanks, Danny ». Eh ben, merci, Danny, quoi. Non, il était convaincu, on avait abandonné cet enfant-là pour lui. TD, thanks, Danny. Un jour, on lui a porté un journal sur lequel il y avait la réclame d'un type avec une grosse tête d'idiot comme ça, et des moustaches toutes fines, à la Latin Lover. Et une inscription, Tano D'Amato, le roi des citrons, Tano D'Amato, des citrons de roi. Et je ne sais quelle médaille ou prix ou quelque chose comme ça. Tano D'Amato, mais c'est qui ce mec-là? Il garda le journal parce qu'à côté de la réclame, il y avait le résultat des courses. Non. Non, c'est pas qu'il jouait aux courses. Ce qu'il aimait, c'était le nom des chevaux. C'était une véritable passion. Tout le temps, il disait « Non mais écoute ça là, écoute ça. Celui-là, hier, il a couru à Cleveland. Écoute ça, il s'appelle Fouteau de merde. Fouteau de merde. Et l'autre là, peut mieux faire. C'est pas à mourir de rire, ça peut mieux faire. » Voilà. Il aimait le nom des chevaux. Il n'en avait rien à faire de savoir qui allait gagner. Ce qu'il aimait, eh ben, c'était leur nom. À cet enfant, il commença à lui donner le sien de nom. Danny Boonman. La seule vanité qu'il s'accorda de toute sa putain de vie. Puis il ajouta les initiales T.D. Lemon. Eh oui, madame. Exactement comme sur la boîte en carton. Parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des initiales dans son nom. Attends, voilà, mais tous les avocats, ils en ont. Ça devait servir à quelque chose, non? Ce qui devient Danny Boonman T.D. Lemon. Un chouette nom, hein. Ils le testèrent un peu, le vieux Danny et les autres, dans la salle des machines, une fois le bateau amarré dans le port de Boston. Danny Boonman T.D. Lemon! Danny Boonman T.D. Lemon! Lemon! Un chouette nom, hein. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait le bouquet final. Non mais t'as qu'à... dit Sam Steele, un abruti fini. Non mais t'as qu'à l'appeler, attends voir. Non mais t'as qu'à l'appeler mardi. Attends, tu l'as trouvé un mardi, donc t'as qu'à l'appeler mardi. C'est une
une bonne idée, ça. Je l'ai trouvé la première année de ce putain de nouveau siècle. Je l'appelle Novecento. Novecento, mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. Maintenant, c'était un nom. Danny Bullman T.D. Lemon Novecento. Novecento. Un grand nom, bon Dieu, ouais. Un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Danny fut encore marin 8 ans, 2 mois et 11 jours. Et en pleine tempête, il a pris une poulie folle en plein dans le dos et mis 3 jours à crever. Il était tout cassé à l'intérieur. Impossible de le raccommoder. Novecento n'était alors qu'un gamin. Il s'assit à côté du vieux Danny qui était en train de passer l'arme à gauche, prit une pile de vieux journaux et lui lut tous les résultats des courses qu'il trouva. Il lisait, comme Danny le lui avait appris, le doigt écrasé sur le papier jauni. Il lisait lentement, mais il lisait. Et c'est ainsi que Danny disparut sur la 3e course, remporté par eau potable, avec 2 longueurs d'avance sur Minestrone et 5 sur fond de teint bleu. Il se fit qu'en entendant ces noms, il ne put s'empêcher de rire et qu'en riant, il creva. On l'enveloppa dans un grand drap et on le rendit à l'océan. Le capitaine écrivit à l'encre rouge « Thanks, Danny !» Merci, Danny. Du coup, Novecento se retrouva Folin pour la 2e fois. L'océan, c'était chez lui. Quant à la terre, il l'avait vue, des ports, bien sûr, mais descendu jamais. C'est que Danny avait peur qu'on le lui prenne pour une histoire de papier ou de visa ou quelque chose comme ça. Pour être plus précis pour le reste du monde, Novecento n'existait pas. Aucun hôpital, aucune paroisse, aucune équipe de baseball n'avait son nom inscrit quelque part. Et il n'avait pas de patrie, pas de date de naissance. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était jamais né. « Ça ne pourra pas durer très très longtemps, tes histoires. Après tout, t'es contraire à la loi. » disait Wong, le livreur de sushi. Mais là-dessus, à l'époque, Danny avait un truc imparable. « Hé, au cul la loi, hein !» Après quoi, il n'y avait pas grand-chose à dire. Pourtant, arrivé au port de Southampton, le capitaine décida qu'il était temps d'en finir avec cette comédie. Il fit monter les autorités portuaires à bord et dit à son second d'aller le chercher, d'aller chercher Novecento. Eh ben, on ne le trouva pas. On fouilla le bateau pendant 2 jours, mais rien, nada. Il avait disparu. Personne n'a digéré cette histoire ici, parce qu'au fond, nous, hein? Eh ben oui, nous on s'était habitués à ce gamin et personne n'osait le dire, mais il n'en fallait pas beaucoup pour se jeter du bastingage. Et après, la mer, elle fait ce qu'elle veut. Ils eurent tous la mort dans l'âme lorsque 22 jours plus tard, ils durent repartir pour Rio de Janeiro sans que Novecento soit réapparu. Sirène et feux d'artifice comme à chaque départ. Mais cette fois-là, c'était différent. Cette fois-là, ils avaient perdu Novecento et c'était pour de bon. Quelque chose grignotait leur sourire à tous et les rongeait de l'intérieur. Pourtant, alors qu'on ne voyait plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, oui c'est ça, oui. Barry, un sous-officier entra comme un fou dans la cabine du commandant. Il le réveilla.
Il dit qu'il fallait venir voir, qu'il le fallait absolument. Le commandant jura comme un charretier et finit par se lever. Salon, première classe, lumière éteinte. Des gens en pyjama devant l'entrée. Et 3 marins, dont 2 tout noirs venus directement de la salle des machines. Tout le monde regardait en silence. Novecento. Assis sur le tabouret du piano. Ses jambes pendouillaient. Elle ne touchait même pas. Ah yeah! C'était bien lui qui jouait. Aussi vrai que Dieu existe, il jouait. Bien lui qui appuyait sur ses touches, Dieu sait comment, mais il fallait voir ce qu'il en sortait. Ah, et oui. Il y avait une dame là, en peignoir rose, les pinces dans les cheveux, le genre plein aux as quoi. La femme d'un assureur américain par exemple. Bon, elle était là, elle regardait, et elle pleurait. Elle avait 2 grosses larmes qui lui coulaient comme ça sur sa crème de nuit. À un moment donné, elle s'est retrouvée à côté du commandant, littéralement transi. Ah, si, attends, non, attends un petit peu transi. Bon, bref, elle s'est retrouvée à côté du commandant et lui a dit quel est son nom? Novecento. Mais non, imbécile! Pas la chanson! Le gamin! Novecento! Comme la chanson! Bon, c'était le genre de conversation que le commandant de marine ne pouvait tenir que 2 ou 3 répliques. Surtout qu'il venait d'apprendre que l'enfant qu'il croyait mort était non seulement vivant, mais qu'entre-temps, il avait appris à jouer du piano. Il planta la milliardaire là où elle était avec ses larmes et sa crème de nuit et s'avança directement dans le salon. Il ne s'arrêta qu'une fois arrivé près du piano. Veste d'uniforme déboutonnée et pantalon de pyjama. Il aurait eu plein de trucs à lui dire, comme par exemple, je sais pas moi... Mais t'étais où, bordel de merde? Ou encore, je sais pas, où est-ce que t'as appris à jouer du piano? Mais comme tant d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par réfléchir en uniforme. Et c'est ainsi qu'il lui dit « Novecento, tout ceci est contraire au règlement. » Novecento était un gamin qui ne disait pas grand-chose. Non, c'est vrai. Mais qui avait une grande capacité à apprendre. Et il regarda le commandant avec tendresse et lui dit « Et au cul, le règlement ?» Maman! Première traversée, première tempête, manque de peau. J'ai pas très bien compris comment tout cela fonctionnait que je me chope une de ces tempêtes les plus effroyables de l'histoire du Virginian. Un soir, il a eu les boules et hop, il a tout envoyé valser. L'océan. On aurait dit que ça ne finirait jamais. Pour quelqu'un qui joue de la trompette quand il y a une tempête, il peut pas grand-chose. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses, et rester bien tranquille dans sa cabine. Mais tu peux être sûr que tôt ou tard, cette phrase te revient tout droit au cerveau. Tu es fait comme un rat. Mais moi, je voulais pas être fait comme un rat. Alors, je suis sorti de ma cabine et je me suis mis à traîner. C'est là. Oui.
C'est là que je suis tombé sur un type très élégant en costume foncé, pas du tout gêné par la tempête, lui. Il marchait tranquillement, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. C'était Novecento. Cette nuit-là, avec un air de grand seigneur en vacances, il tomba sur moi avec une gueule de déterré. Il me regarde, me sourit, me dit « Enlève les cales !» Ça n'avait aucun sens, le bateau dansait, c'était un vrai plaisir. Ça n'avait aucun sens de débloquer les roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève les freins. Il est fou, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Et maintenant, viens t'asseoir à côté de moi, me dit le fou. Je commençais à tenir le piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. On était dans une situation de merde, promis, juré, de la tempête jusqu'au cou, avec ce fou sur son tabouret, un autre joli savon. Si tu ne montes pas maintenant, tu ne monteras jamais, dit le fou. Ok. D'accord, on envoie tout chier. J'y monte sur ton stupide tabouret, voilà, j'y suis. Et maintenant? Maintenant? Eh ben, aie confiance. Personne n'est obligé de le croire. Et moi, si on me l'avait dit, putain, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est la vérité. La vérité. Le piano commença à glisser sur le parquet du salon. Et nous, derrière lui, avec Novecento qui ne quittait pas une seule fois les touches des yeux. On aurait dit qu'il était ailleurs. Et le piano suivait les vagues. Il allait et revenait, allait en direction de la baie vitrée. Et s'arrêtait un poil, oui. On aurait dit que la mer nous berçait. Et moi, j'y pigeais que dalle. Et Novecento s'arrêtait pas une seule fois de jouer. Bah, elle faisait pas que jouer, non. Il le conduisait, ce piano. Avec les touches, avec les notes. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il le conduisait où il voulait. Alors, après avoir frôlé lampadaire et fauteuil, j'ai compris ce qu'on était en train de faire. Ce qu'on était réellement en train de faire. Nous dansions avec l'océan. Lui et nous, danseurs fous et parfaits dans une valse effrénée sur le parquet doré de la nuit. Oh yeah! Et merde! Novecento dit qu'il fallait un peu le perfectionner, ce numéro. Moi, j'ai juste dit qu'il fallait régler les freins. La tempête terminée, le commandant nous a dit « Putain de bordel de merde ! Tous les deux, vous allez retourner dans la salle des machines, hélico presto, et que ça soit bien clair, hein. Vous allez payer tout ce que vous avez cassé, aussi bien que ce bateau s'appelle le Virginian, et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan !» Boudu! Oh là là. Cette nuit-là, Novecento et moi, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. On a passé tout notre temps à calculer combien tout ça nous... Ah, mais laisse-moi monter. Combien tout ça nous coûterait. Et plus l'addition nous montait, plus on se marrait. Hein? Et j'avais l'impression que c'était ça, être heureux, ou quelque chose comme ça. Hein? Un jour, j'ai demandé à Novecento pourquoi il regardait toujours droit devant lui quand il jouait. Bref, où il s'envolait avec la tête pendant que ses mains caressaient les touches. Il m'a répondu Aujourd'hui, j'ai atterri dans un pays merveilleux. Les femmes, elles avaient les cheveux parfumés.
il y avait de la neige et c'était plein de tigres. Waouh! Il voyageait, lui, hein. Et à chaque fois, il atterrissait dans un endroit de vie différent. Il voyageait. Oui, je sais. T'aurais pu penser qu'il était fou, hein. Mais c'est pas aussi simple que ça. Quand quelqu'un te raconte avec exactitude l'odeur qu'il y a dans Bertham Street l'été juste après un orage, tu peux pas penser qu'il est fou sous le simple prétexte qu'il n'est jamais allé à Bertham Street, hein. Même l'été, même après un orage. Non. Non. Novecento était jamais descendu de son bateau. Vraiment jamais. C'est pas du blabla, hein. Jamais descendu. Mais ça faisait 32 ans que le monde, il débarquait sur son bateau et lui, ça faisait 32 ans que ce monde, il l'épiait. Et il lui volait son âme. À part ça, pour ça, c'était vraiment un génie, rien à dire. Il savait écouter et il savait lire. Mais non, madame, pas les livres. Ils sont tous bons, ceux-là. Non, il savait lire les gens, les signes que les gens traballent sur eux, leur histoire, leur odeur, tout ça écrit sur eux. Et lui, mon Dieu, il répertoriait, classait cette immense carte qu'il dessinait dans sa tête, immense, la carte du monde entier, fleuve, flaque, lion, avion. Et après, il s'y baladait comme un dieu pendant que ses mains caressaient les rondeurs d'un ragtime. Bon, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à Novecento, pourquoi tu ne descends pas là? Pourquoi tu ne vas pas le voir, le monde de tes propres yeux? Ils seraient tous dingues de toi, tu joues du piano comme un dieu. Tu te ferais plein de fric, hein. Regarde, il y a ces quelques marches à descendre, regarde le monde. Tu pourrais te construire la maison que tu veux. Tu pourrais même te la faire en forme de bateau, qu'est-ce que ça peut foutre? Novecento, pourquoi tu ne descends pas? Pourquoi tu ne descends pas? Pourquoi? Pourquoi? Ce fut en été 1931 que Jelly Roll Morton monta à bord du Virginia, tout de blanc vêtu, y compris le chapeau, avec un diamant gros comme ça au doigt. C'était le genre qui, quand il donnait des concerts, écrivait sur les affiches « Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». C'était pas du blabla, hein. L'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours assis un peu de trois quarts, avec des mains, des mains qui étaient des papillons très légères. Il avait appris à jouer dans les bordels de la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à caresser les touches et à frôler les notes. Hein? Eh ben, attendez. Ben quoi, les gars faisaient l'amour au-dessus, ils voulaient pas de boucan, hein. Ils voulaient une musique légère qui glisse sous les rideaux et sous les lits sans faire le moindre bruit. Et pour ça, il était vraiment le meilleur. Bref. Donc un jour, quelqu'un, quelque part, avait dû lui parler de Novecento. On avait dû lui dire quelque chose du genre « C'est le plus grand, je te dis. Ben oui, le plus grand pianiste du monde !» Ça peut paraître absurde, mais c'est quelque chose qui pouvait arriver.
Novecento n'avait pas joué une seule note en dehors du Virginian, mais c'était une petite légende à l'époque. Les gens qui descendaient du bateau parlaient d'une musique étrange et d'un pianiste qui devait avoir 4 mains vu le nombre de notes qu'il jouait. Bref, donc un jour, quelqu'un, quelque part, avait dû lui dire quelque chose du genre moi, si tu veux, je connais un pianiste. Ouais, bon, si tu veux. Hein. S'il a envie de jouer du jazz, il peut, il joue très bien. Mais alors, s'il n'en a pas envie, oh, mon Dieu, il joue quelque chose comme 10 jazz ensemble. Je te jure, hein. Jelly Roll Morton avait son petit caractère, tout le monde le savait très bien. Il lui dit, ouais, bien sûr, ouais. Tu peux m'expliquer comment peut jouer quelqu'un qui a même pas les couilles de descendre de son bateau? Et le voilà mort de rire, l'inventeur du jazz, mort de rire. On aurait pu rester là sans qu'un autre ajoute... Non mais t'as raison, parce que si l'autre il décide de descendre de son bateau, et toi t'auras plus qu'à retourner dans les bordels, dans les bordels aussi vrais que Dieu existe. Jelly Roll Morton cessa de rire. Il prit son petit revolver avec son petit manche en nacre et le pointa directement sur la tempe du type. Mais ne tira pas et lui dit juste, ouais, d'accord, ouais. Il est où ce putain de bordel de merde de navire, là? Ce que Jelly Roll Morton avait dans la tête, c'était un duel. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Truc de musicien. Pas de sang, mais un bon paquet de haine grosses comme ça. Des notes et de l'alcool. Ça pouvait durer toute la nuit. Mais à la fin, je dis bien à la fin, il y en avait toujours un qui gagnait. C'est ça que tu avais dans la tête, hein? Hein? Eh oui. Pour en finir avec cette histoire du musicien sur l'océan et toutes ces conneries. Hein? Pour en finir définitivement. Alors, lorsque la terre ne fut plus que lumière au loin, ou un espoir, ou un souvenir, à 21h37 du deuxième soir de navigation sur le Virginian lancé à une vitesse de 21 nœuds en direction de l'Europe, Jelly Roll Morton entra dans le salon en première classe. Tout le monde savait très bien quoi faire. Les danseurs s'arrêtèrent, nous, les musiciens, on posa nos instruments. Le barman servit un whisky. Jelly Roll Morton prit le whisky, s'approcha de Novecento et lui dit... strictement rien. Bon. Mais ce qui semblait flotter dans l'air, c'était tire-toi de là que je m'y mette. Vous êtes celui qui a inventé le jazz, pas vrai? Ouais, tout juste, ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas s'empêcher de jouer sans l'océan sous les fesses? Les présentations étaient faites. Jelly Roll Morton posa son verre, prit une cigarette et se l'alluma. Puis la posa en équilibre sur le bord du piano. Et il s'installa. Et il commença à jouer. Ragtime. Mais on aurait dit du jamais entendu. Il ne jouait pas, non. Il glissait, voilà. C'était comme une combinaison en soie qui glisse le long du corps d'une femme et elle le fait en dansant. Dans cette musique, il y avait tous les bordels de la Nouvelle-Orléans, ah ça oui. Mais les bordels de luxe, hein, ceux où même la dame du pipi, elle est jolie quoi. Jelly Roll Morton finit en brodant par quelques petites notes invisibles. Là-haut, tout là-haut, au bout du clavier, comme une cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée. On aurait dit que la cendre ne voulait pas faire de bruit, de peur de bouger et tout ça. Jelly Roll Morton prit la cigarette et la cendre ne bougeait toujours pas. Bon, je sais pas, il y a peut-être un truc, mais en tous les cas, elle ne bougeait pas, d'accord? C'est comme ça, quoi. Jelly Roll Morton s'approcha de Novecento et lui dit excuse-moi, Matelot, mais je crois bien que c'est à toi. Novecento souriait, pour de vrai, et il fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua « Reviens, petit canard », un truc d'une bêtise sans nom qu'il avait appris des années auparavant chez les émigrants. C'était pas exactement ce qu'on pouvait appeler un morceau de bravoure. Hein. Même moi, si j'avais voulu, j'aurais pu le faire, c'est pour vous dire que bon... Jelly Roll Morton avait la tête de quelqu'un à qui on avait volé ses cadeaux de Noël. Il foudroya Novecento du regard et se réinstalla au piano. Il arracha un blues
À faire pleurer un machiniste allemand. Il y avait tout dans ce blues. Tout le monde était là. Ça applaudissait et ça reniflait. Ça applaudissait et ça reniflait. Jelly Roll Morton ne fit pas le moindre geste pour saluer. Ça se voyait qu'il commençait à en avoir plein le cul de toute cette histoire. C'était autour de Novecento. Ça commençait déjà assez mal parce qu'il avait une larme qui lui coulait sur la joue. À cause du blues, il était ému. Et avec toute la musique qu'il a dans les mains et dans la tête, je vous le donne en mille ce qu'il lui est joué. Le blues qu'il venait d'entendre. C'était si beau, m'a-t-il dit, le lendemain pour se justifier. Non mais vous vous rendez compte, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un duel. Pas la moindre idée. C'est là que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Au lieu d'aller au piano, il se rua dessus et marmonna quelque chose du genre « Mais pour que tout le monde entende quand même. Et maintenant va te faire mettre, connard. » Et il commença à jouer. Mais jouer n'est pas exactement le mot. Non. Un jongleur, voilà. Un acrobate. Tout ce qu'on peut faire avec un piano de 88 touches, il le fit. À une vitesse vertigineuse. De quoi y perdre son âme. Tout le monde était là. Ça applaudissait et ça reniflait. Ça applaudissait et ça reniflait. Ça montait sur les tables. C'est bien ça, moi je me serais cru le jour de l'an. Dans tout ce bordel, je me retrouve face à face avec Novecento qui avait l'air un peu surpris et un peu déçu aussi. Mais il est complètement con ce type. Vas-y, file-moi une cigarette. J'étais tellement à côté de mes pompes que j'en ai pris une et que je lui ai donné. C'est-à-dire que pour information, Novecento n'avait jamais fumé avant. Vraiment jamais fumé. Il prit ma cigarette et alla s'installer au piano. Il attendit patiemment qu'une sorte de silence se fit autour de lui. Puis je me souviens qu'il a regardé Jelly Roll Morton accoudé au bar avec 15 pépettes et 18 bouteilles de champagne. Et je me souviens juste qu'il lui a dit « Hé Mais oui, toi, tu leur as voulu, pianiste de merde !» Il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteinte. Et il commença. Tout le monde est resté comme ça, la bouche ouverte. Comme de vrais imbéciles heureux. Même après cette dernière pétarade meurtrière qui eut l'impression d'être jouée à 150 mains vu le nombre de notes qu'il jouait. On aurait dit que le piano allait exploser d'un moment à l'autre. Dans ce silence inouï, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha légèrement en avant vers les cordes du piano. Léger crépitement. Quand il la retira, elle était allumée. Promis juré, allumée. Il la tenait comme si c'était une petite bougie. Il n'avait jamais fumé avant, il ne savait pas trop comment la tenir. Il s'approcha de Jelly Roll Morton, lui tendit la cigarette et lui dit tiens. Tiens. Prends-la, toi. Prends-la. Je ne sais pas fumer, mais... Et ce fut une apothéose de cris et d'applaudissements. Un de ces bordels! Moi, j'avais jamais vu ça, moi. Tout le monde voulait toucher Novecento. Mais moi, je l'ai vu, là. Jelly Roll Morton fumait nerveusement cette foutue cigarette, cherchant la tête à faire, n'y parvenant pas. À un moment donné, j'ai vu sa main de papillon qui s'est mise à trembler. Elle tremblait tellement qu'à un moment donné, la cendre de ma cigarette tomba d'abord sur son beau costume blanc, puis sur sa chaussure noire, brillante, vernie,
cette cendre comme un crachat. Et il disparut avec elle. Et là, là, il était dit que c'est pas lui qui avait gagné. Jelly Roll Morton passa le reste du voyage dans sa cabine. Et il ne voulait plus entendre parler ni de Novecento, ni de tout le reste. Il voulait rentrer, un point c'est tout. Accoudé au bastingage de la 3e classe, Novecento le vit descendre avec son beau costume blanc et ses valises en cuir naturel. Et je me souviens juste qu'il m'a dit « Hey! Hey! Hey, Tim! Et au cul, le jase! » Rio de Janeiro, Cork, Vancouver, la Floride, Rio de Janeiro, Le Havre, New York, Vancouver. Et l'océan en plein milieu. C'est là que le tableau est tombé. V'là! Cette histoire de tableau, ça m'a toujours un peu perturbé, moi. Ils pendent pendant des années au mur et sans que rien ne se passe. Rien, nada, rien qui bouge. V'là! Pourquoi maintenant? Hein? C'est vrai, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un clou pour que du jour au lendemain, il décide qu'il en a marre? Et il a une âme, lui aussi. Le pauvre. Ou alors il en a longuement discuté avec le tableau. Ils n'étaient pas d'accord au début, puis un jour ils se sont dit « Tiens, ouais, qu'est-ce que tu en penses si, disons, dans 6 ans, le 10 mai, vers 18h, je lâche l'affaire ?» Ouais, bah d'accord. Et là, 6 ans après, le 10 mai, vers 18h, blanc! Le tableau, il tombe. C'est le genre de truc qu'il vaut mieux pas trop réfléchir. Hein. Sinon, tu finis par péter un boulard. Un tableau qui tombe. V'là. Tu regardes le journal, on t'annonce que c'est la guerre. V'là. Tu te regardes dans le miroir et tu te rends compte que tu as vieilli. Non. Novecento lève les yeux de son assiette et me dit « Dans 3 jours, je descendrai à New York, j'ai quelque chose à faire là-bas. V'là !» Bon, à un tableau, tu peux pas lui dire grand-chose. Hein. Non. Non, j'ai essayé, tu peux pas. Mais Novecento aussi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Quelque chose. Ah ben c'est bien ça, mais quoi? Il n'a pas voulu le dire tout de suite et ça peut se comprendre, parce que quand il s'est décidé, c'était pour me dire je veux voir la mer. La mer, Novecento? Oui. Mais ça fait 32 ans que tu la vois la mer, Novecento, ici, oui, mais... Je veux la voir de là-bas. Là-bas, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Danny Boonman, Tiddy Lemon, Novecento allait descendre dans le port de New York un jour de février. Après 32 ans sur la mer, il allait descendre à terre pour voir la mer. C'est à la 3e marche qu'il s'arrêta,
d'un coup. Qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être marché dans une merde. Neil O'Connor, un Suisse irlandais qui pigeait que dalle, mais qui avait toujours le mot pour rire. Ouais, toujours. Je ne sais pas, il a peut-être oublié quelque chose. Il a peut-être oublié ce qu'il fait là. Et lui restait là, un pied sur la deuxième marche, et l'autre sur la troisième. Il resta comme ça une éternité. Comme s'il cherchait quelque chose. Une éternité. Comme si... Deux pas, et il disparut à l'intérieur du bateau, le dos tourné au monde et un étrange sourire aux lèvres. Hé, t'as vu? Le nouveau pianiste est arrivé. Ouais. On dit que c'est le plus grand pianiste du monde. Et moi, je ne sais pas si j'étais content de le revoir ou triste à mourir. Moi, du Virginian, j'y suis descendu le 21 août 1933. Je n'y suis pas descendu pour un jour ou pour une semaine, non. J'avais passé 6 ans sur ce bateau. J'avais l'impression d'y avoir passé toute ma vie. Non. J'avais rompu avec l'océan. Pardon? Excusez-moi. Comment les choses ont tourné pour moi après? C'est une autre paire de manches. Si ça se trouve, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Si cette foutue guerre-là s'en était pas mêlée elle aussi. C'est dingue. Comme c'est inutile de savoir jouer de la trompette quand elle te colle à la peau et qu'elle te lâche pas. Bref. Du Virginian et Novecento, je n'en ai plus entendu parler. C'est pas que je les avais oubliés, hein. Ah ça non, putain. Souvent, il m'arrivait de penser... Qu'est-ce qu'il dirait Novecento s'il était avec moi dans les tranchées? Et en cul, la guerre! Voilà ce qu'il dirait. Mais quand c'était moi, c'était pas la même chose. Je tenais le coup à force de souvenirs ou de courage. C'est parfois tout ce qui te reste quand tu n'as plus rien, un truc de pauvre mais qui marche toujours. Bref. Du Virginian et le Novecento, je n'en ai plus entendu parler. Pourtant, un jour j'ai reçu une lettre, vous savez, de ce Suisse irlandais qui pigeait que dalle mais qui avait toujours le mot pour rire. Ouais, toujours. Mais là c'était sérieux. Il disait que le Virginian était revenu de la guerre en morceaux, qu'on s'en était servi comme hôpital flottant et qu'à la fin il était dans un tel état qu'on avait décidé de le couler. On avait fait descendre à Plymouth le reste de l'équipage. On l'avait empli de dynamite et tôt ou tard l'emmener au large et... Boum.
c'est fini. Il y avait un post-scriptum. Hé, t'aurais pas 100 $, je te jure, je te les rends. Et un autre post-scriptum. Hé, tu sais pas quoi? Novecento n'est pas descendu. Quoi? Novecento n'est pas descendu? Alors j'ai pris le train pour Plymouth. Je suis arrivé au port, j'ai vu le Virginian. Je suis monté à bord. Je l'ai fouillé de fond en comble. Je suis descendu dans la salle des machines. Je suis tombé nez à nez avec Novecento. Planté là, le regarder. Planté là, me regarder. De la dynamite sous le cul. De la dynamite partout. Danny Boonman Titi Lemon Novecento. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu, lui. Qui sait, la nuit, comment c'était? Il n'y avait que la lumière qui filtrait de l'extérieur. Qui sait, la nuit, comment c'était? Il n'était pas descendu, lui. Il allait partir en même temps que tout le reste, grand bouquet final. Des gens qui regardent du quai et du rivage. Dans ce bateau, englouti par l'obscurité, le souvenir de lui était rien qu'une voix. Oui. Presque rien qu'une voix. Adagio, qui parlait. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. La fin, s'il vous plaît. On pourrait en voir la fin. Et ce bruit. Sur cette maudite passerelle, tout était très beau, tout. Et moi, j'avais fière allure dans mon beau manteau, pas de problème. Sûr et certain, j'allais descendre. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche. C'est pas ce que je vis qui m'arrêta. C'est ce que je ne vis pas. Tu peux comprendre ça, mon frère, hein? Ce que je ne vis pas. Dans toute cette ville, il y avait tout sauf où tout ça finissait. La fin du monde. Et maintenant, imagine un piano. Les touches commencent, les touches finissent. Tu sais qu'il y en a 88. Là-dessus, tu ne peux pas te faire avoir. Elles ne sont pas infinies, elles. Toi. Oh oui, toi, tu es infini. Et la musique que l'on peut jouer avec toi est infinie. Mais si moi je monte sur cette maudite passerelle et que devant moi se déroule un clavier de milliers de touches, des milliers, des millions de touches, alors il n'existe aucune musique que l'on puisse jouer avec elle. Hé! Tu ne t'es pas assis sur le bon tabouret, mon frère! Ça, c'est le tabouret sur lequel joue Dieu! Mon Dieu. Toutes ces rues. Des milliers de rues.
Comment faites-vous, vous, en bas, pour en choisir une? Choisir une rue qui soit la vôtre. Une femme. Un homme. Un paysage à regarder. Une façon de mourir. Vous n'avez jamais peur, vous, hein, de tout ce bruit, de tout ce monde? La terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un parfum trop fort. C'est une femme trop belle. C'est une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi. Vous pouvez me laisser revenir en arrière, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et bien maintenant, essaie de comprendre, mon frère. Essaie de comprendre si tu peux. Tout ce monde dans les yeux, terrible, très beau. L'envie de descendre, putain, oui. L'envie de descendre. La peur de le faire, tu peux devenir fou comme ça, hein? Il fallait faire quelque chose, alors je l'ai fait, oui. J'ai d'abord pensé, puis je l'ai fait. 12 ans. Des milliards de moments. Un geste invisible et très lent. Je ne suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on essaie de se sauver. On est futé comme des animaux affamés. Ce n'est pas de la folie, mon frère, c'est de la géométrie. Un travail d'orfèvre. Les désirs m'arrachaient l'âme. J'aurais pu les vivre. Mais je n'y suis pas arrivé. Alors, j'ai envoûté mes désirs. J'ai défait ma vie de mes désirs. Je les ai laissés là, l'un après l'autre, qui marquent la route de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Et maintenant, tire-toi de là, mon frère! T'as de la dynamite sous le cul! C'est vraiment fini cette fois, hein? Oui. Vraiment fini cette fois, hein? Oui. Vraiment fini cette fois.